Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus écouter cette table ronde sur l'historicité. Un petit message de service juste avant de commencer. Vous avez tous eu des petits papiers pour rentrer, enfin ceux qui ont des petits papiers pour rentrer, n'hésitez pas à les mettre à la poubelle avant de sortir et de pas les laisser traîner par terre. Merci beaucoup. Donc pour m'accompagner dans cette table ronde, avec moi trois auteurs et une autrice. Donc Claire Duvillier, vous avez écrit plusieurs romans. Le premier, Un long voyage, ainsi que Le cycle de la tour de garde, que vous partagez avec Guillaume Chabaladjian, et un dernier roman de science-fiction pour enfants, pour jeunes adultes, ados. Excusez-moi, je suis en train de perdre mes notes. Entrer dans le monde. Entrer dans le monde, voilà, merci beaucoup. Guy Gabriel Kay, merci d'être là, d'être venu de si loin pour le festival. Donc vous êtes l'auteur aussi de nombreux romans. Alors je ne vais pas tous les citer parce que sinon la table ronde va être beaucoup plus courte que prévu. Nous citerons donc La tapisserie de Fionnavare, votre premier cycle, un peu particulier de light fantasy comme on dit, et toute une série de romans indépendants ou de cycles autour de justement la fantasy beaucoup plus historique. On citera Tigane, Les Lions d'Al-Rassan, le cycle de la mosaïque de Sarance et bien d'autres encore. Guillaume Chabaladjian est avec nous aussi. Vous donc partagez avec Claire Duvillier le cycle de la tour de garde et vous avez écrit un nouveau roman, toujours Forge de Vulcain, une valse pour les grotesques. Et enfin Patrick Doudnay, écrivain aussi donc de nombreux romans et nouvelles. Nous parlerons ici de son cycle de fantasy en 7 volumes, dont 4 sont déjà parus aux éditions Diable Vauvert. Le cycle de Sylph. J'ai oublié de signaler que les livres de M. Kay étaient tous édités aux éditions La Talente. Alors la première question que je vais vous poser justement sur la fantaisie et sur l'historicité, on a tendance à voir dans la fantaisie un univers médiéval fantastique plutôt imagé, plutôt fantasmé. Ce qui rassemble vos œuvres, c'est que justement vous avez essayé de rendre la chose beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche d'une réalité historique, inventée ou pas. Est-ce que c'était une volonté ou est-ce que c'était justement un acte, est-ce que c'est une volonté politique de vous rattacher à la réalité ou est-ce que c'était pour vous beaucoup plus simple historiquement ? Là, j'ai parlé principalement là, du cycle de la tour de garde, du coup, pour ce cycle-là en particulier. Nous, ça s'est fait de façon plutôt naturelle dans la mesure où on s'est inspiré de villes réelles et de cultures réelles, hein, puisque effectivement la capitale du Sud est inspirée de la Sienne de la Renaissance, là où la capitale du Nord c'est plus Amsterdam du siècle d'or. Donc à partir du moment où on avait ces modèles qui étaient réels et historiques, même si on a un petit peu tiraillé les deux sociétés pour que elles correspondent plus à ce qu'on avait envie de raconter, c'est pas exactement un portrait de la Sienne de la Renaissance, c'est pas exactement Amsterdam. On avait quand même le fait d'avoir ce modèle réel et ancré dans le temps qui fait que ce lien à l'historicité reste. Pas dans la mesure où on voulait absolument rendre de façon réaliste cette époque, mais parce que c'était l'inspiration principale. Et pour en ajouter sur la tour de garde, en fait, ce qui nous intéressait aussi, c'était de dire, bah voilà, en fait, on voulait que les villes, le lecteur soit immergé dedans directement, qu'il se laisse porter par les ruelles, par les gens, etc. Et c'est vrai que partir finalement de figures un peu historiques, des points d'ancrage, ça permettait de finalement pas trop se perdre dans les descriptions, puisque ce sont des modèles de villes que tout le monde connaît finalement, parce qu'on est tous allés, on a tous visité une cité médiévale quelque part à un moment dans nos vies, que ce soit en France, en Italie ou en Europe du Nord. Et donc se dire que voilà, dans la mesure où c'est des modèles de cités, des organisations que le lecteur connaît, finalement c'était plus facile de l'immerger tout de suite dedans. Alors, je ne sais pas si dans le cycle de SIF, on est vraiment sur... disons qu'on est sur un fantasme, hein, clairement. Et donc, peut-être j'ai essayé de rendre le fantasme réaliste. Mais néanmoins, j'avais tout à fait conscience de bosser sur une représentation... beaucoup sur, par exemple, les représentations populaires autour du Haut Moyen-Âge.
Après, l'approche, je pense que ouais, on peut clairement la rattacher à peut-être moins un projet politique qu'un projet métaphysique qui sous-tend un projet politique, et du coup peut-être un aspect, l'approche matérialiste en fait que j'ai par rapport au décor que je plante dans le cycle fait que on se retrouve de fait dans un fantasme qui semble plus réel, puisqu'il s'appuie sur des choses inventées, certes connues, certes, mais très concrètes, quoi. On est sur des choses comme l'économie, on est sur des choses comme, je sais pas, les échanges entre cultures, on est sur quelles sont les conséquences de, je sais pas, la minéralogie sur l'apparition des cultures humaines. Enfin bref, les sciences sociales sont très importantes dans la manière dont j'ai mis en œuvre l'univers dans le cycle, quoi. Donc, ouais, j'imagine que le réalisme ou l'approche réaliste découle beaucoup aussi de ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas réel, mais ça essaie de singer le réel. Oui. Ou de donner l'illusion du réel, en tout cas. Oui. Okay, I think this is an extremely interesting topic for discussion about fantasy. Je pense que c'est un sujet très important à discuter autour de la fantaisie. Because I read the description of our discussion topic, and I think there's an important point to make. En lisant la description du sujet, j'ai pensé à un point très important à aborder. Traditional fantasy is not specifically about history. La fantaisie traditionnelle n'est pas spécifiquement à propos de l'histoire. It is about myth and legend and folklore. Ce sont les mythes, des légendes et du folklore. The societies in big traditional fantasy are societies that the writer feels might produce dragons, mermaids, enchanted swords, heroic quests. Les sociétés dans les les sociétés dans les grands cycles de fantasy sont faits pour produire tout ce qui est mythes, dragons et grandes quêtes héroïques. Fantasy about history looks at the past not as a vehicle for writing about legend and myth, but as something of interest for us today, now. La fantaisie historique n'est pas, ne se sert pas du passé comme d'une sorte de véhicule de mythe, mais plutôt comme d'un moyen d'observer notre présent. For those of you who know T.H. White's The Once and Future King, about King Arthur, there is a wonderful line about it. Pour ceux qui connaissent un peu les mythes arthuriens, il y a une citation assez importante. T.H. White, the author. De T.H. White. Yes. Le roi qui fut et qui sera. And the line is, it is a wonderful vision of the Middle Ages as they never were, but as they should have been. Et c'est... pardon. As they never were. Yeah. A wonderful vision of the Middle Ages. Ça montre cette vision du Moyen-Âge qui n'a jamais été, mais qui aurait dû être. That is the idea of fantasy built on myth and legend.
C'est ce qui fait l'idée d'une fantaisie construite sur les mythes et les légendes. What I've been trying to do for 35 years now is write about the past with a quarter turn to the fantastic. Ce que j'ai essayé de faire depuis 35 ans, c'est d'écrire à propos du passé avec un twist de fantaisie. She's good. I'm a challenge. I do quotes in English, it's not fair. Il fait des blagues en anglais. So my point is that the framing of the discussion today, that fantasy is a distortion of history and science fiction might be something else, I think may miss an aspect of the fantastic. Donc je pense, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que la fantaisie, c'est une sorte de distorsion de l'histoire et que ce n'est pas le cas de la SF et qu'il manquerait donc quelque chose dans la SF. Dans la fantaisie, on utilise souvent justement le trope de la destinée, du personnage qui va changer l'histoire, et non pas l'inverse. C'est pas une vision très matérialiste justement de l'histoire. Une fois de plus, dans vos romans, vous avez essayé de changer ce trope-là. C'était, je pense, une volonté, mais quelles ont été les contraintes? Les contraintes de justement ne pas utiliser la facilité de la destinée, du changement par la volonté, soit divine, soit autre chose. Et d'avoir justement une fantaisie beaucoup plus accrochée sur les événements. Je dirais que même dans la construction même de la tour de garde, sachant que ce sont deux histoires qui se passent dans le même univers, avec les mêmes événements en arrière-plan finalement, et le fait que les personnages aussi se rencontrent dans les tomes 3, ça montre qu'en fait il n'y a pas de personnage principal, puisque tout personnage principal peut être le personnage secondaire pour peu qu'on change de point de vue en faisant un pas de côté par exemple. Et il y avait aussi le fait qu'on voulait que ça finisse sur un récit collectif, qu'on parle de collectif, mais effectivement c'est quelque chose qui est assez difficile à amener dans la mesure où on a l'habitude de romans de fantasy construits autour du mythe du héros, le héros justement qui est sa destinée, qui va changer la société à lui tout seul ou des choses comme ça, ce qui n'est pas vraiment un modèle qui nous intéresse, mais la question c'était comment on va pouvoir commencer avec un schéma de roman d'apprentissage pour peu à peu de tome en tome jusqu'au final glisser vers une construction beaucoup plus collective où on montre que la tour de garde finalement ne repose pas sur les deux personnages principaux de la série, mais sur toute la société qui s'est formée autour d'eux au fur et à mesure des tomes, et qui s'est fondée aussi en réaction aux événements qui vont secouer les deux villes principales. Donc c'est plus effectivement l'histoire qui a cette influence et ce poids sur les personnages, plutôt que les personnages qui à eux seuls vont fonder quelque chose, même si effectivement, en lisant l'histoire de leur point de vue, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Voilà. Je voulais rebondir aussi très très rapidement, et je vais revenir sur ta question par rapport à ce que disait Gabriel Kay. C'est pas une réponse, c'est une remarque. Pardon, non, c'est juste, j'essaie de construire. Attends, ne m'interromps pas. Non, en fait, ce que disait Guy sur le fait qu'on parle finalement plus de perception d'une époque quand on est dans la construction d'un roman de fantasy, c'est un peu ça en fait. Vous voyez, c'est un peu la distinction qu'on peut faire entre le médiévisme et le médiévalisme. Le médiévisme, c'est vraiment l'étude de l'époque médiévale. Le médiévalisme, en fait, c'est plus l'étude de la représentation de l'époque médiévale. C'est-à-dire comment est-ce que à différentes époques, parce qu'il le médiévalisme a commencé directement à peu près au moment du siècle des Lumières. Comment est-ce que finalement cette vision de l'époque médiévale était représentée? Alors à l'époque des Lumières, pour beaucoup, il y avait des exceptions, mais effectivement c'était une époque barbare, obscurantiste. Du coup, on l'utilisait pour mettre en scène des séances violentes. Enfin, il y a Voltaire qui avait écrit Adélaïde du Guesclin, où effectivement c'est vraiment pour dire oui, à l'époque médiévale c'était vraiment horrible. Il y a
eu les pré-raphaélites et William Morris et les romantiques qui ont repris ça en disant bah oui, mais en fait c'était quand même une merde des histoires, il y avait des choses extraordinaires à raconter dedans, enfin c'était... Et finalement on s'inscrit plus dans cette idée de ce qui nous intéresse, c'est plus la représentation de cette époque, en parler pour faire dire quelque chose, faire passer des messages, parce que c'est à ça que ça sert finalement, les histoires, ça sert aussi à faire passer des messages, soit à exprimer quelque chose, à faire vibrer, mais aussi quand même à faire passer des idées. Et du coup, vraiment en s'inscrivant un peu dans cette tendance, bah moi dans La Tour de Garde, je parle, enfin c'est une histoire qui parle des histoires d'une manière générale, des contes, des légendes. Donc j'essaie d'avoir un peu ce côté mise en abîme qui finalement est plus important que la quête personnelle dont tu parlais, Julien. Dans Une valse pour les grotesques, c'est aussi un petit peu ça. Alors et particulièrement, alors Une valse pour les grotesques, je joue vraiment avec l'histoire parce que je situe dans le temps précisément. C'est-à-dire ça se passe au printemps 1816, mais en fait au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, on se rend compte que l'histoire elle est biaisée parce qu'au printemps 1816, alors évidemment tout le monde n'est pas un spécialiste du Saint-Empire romain germanique dans la salle, mais au printemps 1816, le Saint-Empire romain germanique il est censé plus exister depuis 10 ans. Voilà. Et puis au fil et à mesure, on se rend compte que il y a des petites variations par rapport à l'histoire. Et je me suis amusé en fait, le seul point d'ancrage réellement historique du printemps 1816, c'est il y a une scène dans le roman, vraiment, ce qui est le seul point d'ancrage où l'histoire est vraiment réelle, c'est sur les bords du lac Léman. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire un roman de science-fiction. C'est Mary Shelley, et en fait elle apparaît vraiment dans le roman, et c'est le seul point véritablement historique, c'est finalement quelqu'un qui est en train de raconter une autre histoire. Et du coup, c'était plus ça finalement qui m'intéressait, raconter des histoires au sujet des histoires, ce que les histoires disent de nous, quelle est notre perception de tous ces mythes et de ces légendes. Et je pense que c'est un peu pour ça que moi j'écris de la fantaisie. Je crois pas que c'était une contrainte, puisque c'était ça ta question, Julien, il me semble. Hein. Je crois pas que c'était une contrainte, sauf à se dire que le projet littéraire lui-même était une contrainte, parce que moi, clairement, ça recoupe avec le projet dans son ensemble, ce que tu évoques. Moi, ça m'importe de mettre en scène, justement d'aller jouer avec tous ces tropes autour de la figure du héros, d'aller apporter, jouer avec des trucs autour de la figure de l'élu, d'autant qu'en fait dans le texte on est à la première personne, on est dans le récit de Sif tel qu'il est raconté par Sif lui-même. Et moi ce qui m'importe, parce que ça rejoint le propos que j'essaye de développer dans le cycle, c'est que malgré sa place de raconteur, malgré sa place de centrale dans l'histoire, puisque c'est autour de sa perception que vont graviter les événements auxquels il va parfois participer, parfois non, j'essaye de petit à petit l'extraire clairement du rôle narratif du héros tel qu'il existe traditionnellement, quoi. Le héros, comme je disais sur la table ronde d'intro, qui existe en dehors et en dépit du monde. Et Sif, c'est vraiment l'inverse, c'est quelqu'un qui est forgé, mais littéralement par tout ce qui lui arrive, dont la trajectoire, au sens bourdieusienne du terme, est parfaitement lisible. Et du coup, la mise en scène de cette trajectoire extrêmement lisible, fait partie du propos que j'essaye de porter avec le bouquin. Du coup, c'était pas une contrainte, c'était vraiment le projet en lui-même, quoi. Je pouvais pas faire autrement. Et donc, ouais, ça implique aussi, comme je disais au début, quoi, de jouer avec toutes les attentes qu'on a autour de la figure de l'être élu, de la figure du héros, de tous ces trucs-là, et comment est-ce qu'on arrive à s'en détacher. C'est un peu le défi
et l'intention du cycle, quoi. Et du coup, toi, en tant qu'auteur omniscient par rapport à tout ça, est-ce que tu juges ton personnage? Non, je crois pas. Je pense que je peux pas. Par contre, c'est une position intéressante parce que du coup, je me retrouve à narrer un narrateur. Enfin, c'est genre un espèce de double jeu. Je me retrouve à écrire son imperfection narrative. Tu vois, genre, je suis un narrateur qui raconte un narrateur. Il y a une espèce de mise en abîme. Ouais, c'est ça. Et peut-être ça facilite en fait l'espèce de déconstruction de la figure du héros, parce que moi, j'ai un personnage qui dit, mon récit essaye d'être honnête. J'essaye d'être honnête. Je vais essayer de vous dire la vérité. Mais moi, je sais, même si vous, en fait, vous ne le saurez jamais, moi, je sais, en fait, à quel moment c'est pas entièrement vrai ce qu'il est en train de dire, ou à quel moment il fantasme un peu certaines choses, voilà. Et ça, ça rejoint un peu je crois que c'est Ursula Le Guin, dont voilà, bref, on parle régulièrement ici, qui s'attachait, elle, son parti pris à elle pour essayer de défaire le héros dans son rôle narratif traditionnel, c'était de créer des personnages imparfaits, quoi. Voilà. Et je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Les personnages imparfaits sont quand même beaucoup plus intéressants. Est-ce que c'est le moment où on fait une parenthèse pour dire que, comme on est tous d'accord là-dessus, c'est notre donc bienvenue à la table ronde la plus chiante des inters. C'est toujours celle avec moi, Guillaume et Claire. On est tout le temps d'accord. Voilà. And now the person who speaks in English. La personne qui parle en anglais. When Patrick speaks about wanting to escape the narrative path of the hero, it's extremely interesting. Quand Patrick évoque le fait de tenter d'échapper à la destinée du héros, je pense que c'est très intéressant. Because it was French historians in the 1960s, a whole school of studying history that began here in France, that instituted the idea that history was not just about the kings and the popes and the dukes and the duchesses of a society. Parce que c'était un groupe d'historiens français qui a imposé l'idée que l'histoire n'était pas juste par rapport aux rois, aux ducs et aux grandes figures historiques. So here in France, the idea that the lives of people who were not recorded, women, the poor, children, all of these lives could, with cleverness and hard work, be studied and learned about. C'est donc ici en France que, qu'on a émis l'idée que toutes les vies de tous les gens, même celles qui n'étaient pas enregistrées, pouvaient être intéressantes à étudier, celles des femmes, celles des pauvres, celles des enfants, qu'elles méritaient d'ailleurs d'être étudiées avec un grand intérêt. And this opened ground, terrain, opportunities for novelists to use their research to expand what we could write about. Et donc ça a ouvert une sorte de porte pour les auteurs qui ont pu se servir de ces recherches pour étendre leurs univers. And what has always fascinated me is two things that appear opposites. Et il y a deux choses qui m'ont beaucoup fascinée et deux choses qui paraissent plutôt opposées. There's a famous quote in English. Il y a une citation connue en anglais. The past is a different country. They do things differently there. Le passé est un pays différent. On fait les choses différemment. On y fait les choses différemment. At the same time, it has always seemed important to me
to find the ways in which people are consistent through time. Et en même temps, ça a toujours été important pour moi de comprendre comment les gens restent finalement eux-mêmes à travers le temps. So the two things in my work are what I'm trying to reconcile, to bring together for readers. Donc ce sont les deux choses que j'essaie de réconcilier et d'amener ensemble dans mon travail au lecteur. And that, if I may say this, is why there's a certain kind of writing about history I never like. Et ça, c'est A kind of writing about the past that I don't like. et c'est quelque chose que je Yeah. n'apprécie pas forcément Yeah, fiction d'écrire. about the past. Et c'est pour cela que je n'aime pas forcément beaucoup écrire à propos de l'histoire dans la fiction. I trust you. What I don't like to see are books set in Roman or Byzantine or medieval France times with 21st century men and women living there. Ce que je n'aime vraiment pas voir dans les livres, c'est des histoires qui se passent durant l'Empire byzantin, l'Empire romain, les temps médiévaux, avec des personnages du XXe siècle. People can share things across centuries, but the views of the 6th century or the 12th are not the same as the views of the 21st century. Même si les personnes, on partage des choses avec toutes ces personnes du passé, nos visions n'étaient pas les mêmes au XVIe siècle comme elles le sont aujourd'hui au XXIe. So the challenge, as I see it, is to write about people who do not see the world exactly the way we do, but who still strike a chord, find a presence for us reading today. The challenge is to marry those two things. Donc le défi, c'est d'écrire à propos de ces gens qui ne voyaient pas les choses comme nous, mais de réussir à faire en sorte qu'ils de faire en sorte qu'ils nous parlent en tant que lecteurs. And at the last part of this, fantasy is a tool for the writer in doing that. Et de cette manière, la fantaisie est un outil pour les écrivains pour réaliser ce défi. If people in Byzance in the 6th century believed that if you threw a curse tablet into an open grave before the burial was complete, the curse would come true. Si les personnes qui vivaient durant l'Empire byzantin au VIe siècle pensaient que jeter une tablette maudite dans une tombe qui n'avait pas encore été enterrée maudissait la personne. Yes. I will, as a writer, honor the lives of the past by respecting and showing you that their beliefs could be real. So we can't mock the foolishness of people of the past. En tant qu'écrivain, il est donc de mon devoir de respecter et de montrer cette part du réel. Et en tant que lecteur, nous devons le voir comme nous ne devons pas nous moquer de ces croyances. Fantasy allows me, and therefore allows you, to
think about the way the world was understood by people long ago. La fantaisie me permet à moi et donc à vous de penser à la manière dont les gens pensaient le monde dans le passé. Beaucoup de répétitions. Désolée. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Guy, parce que j'ai trouvé ça extrêmement juste et ça m'a beaucoup parlé. En ce moment, je suis en train d'écrire un roman historique, pas fantasy. Et je trouve extrêmement difficile, surtout pour des périodes historiques plus reculées, de trouver le bon équilibre entre avoir un personnage qui est crédible, dans lequel on peut s'identifier, et rester fidèle justement à cette façon de penser, à cette altérité des êtres humains du passé, qui effectivement, nos frères humains qui avant nous vivaient, et qu'on ne peut pas forcément comprendre, qui ont grandi dans des systèmes de pensée complètement différents des nôtres. Et c'est vrai que c'est ce qui est fascinant et intéressant quand on est auteur ou quand on lit, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose d'assez proche, limite, de la science-fiction, en fait, finalement, dans le roman historique, c'est qu'on est sur de l'altérité totale, quelque chose qui est très difficile à saisir, la façon de penser de l'homme du passé. Là, le roman que je suis en train d'écrire, c'est pendant les guerres de religion, ça se passe à la fin du XVIe siècle. Évidemment, on est tenté d'avoir des personnages athées qui vont avoir, ou des réflexions sur la tolérance religieuse et tout, mais qui sont complètement anachroniques. Et l'idée, c'est comment je peux faire un personnage qui soit plutôt du côté de la, de la subversion, tout en faisant en sorte qu'il reste crédible pour cette époque, en fait. Et moi, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant, mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et là, pour le coup, je pense qu'en fantasy, on a peut-être plus justement de liberté, parce qu'on peut effectivement introduire, par les éléments merveilleux ou fantastiques, des choses qui vont faire en sorte que les croyances sont expliquées du fait que le merveilleux existe réellement, et qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué dans l'historique pur. Voilà. That is a really central point when you talk about finding the right balance, the difficulty in presenting, say, female characters of the past or any characters for readers of today. C'est un point central que tu évoques, de trouver le bon équilibre entre un personnage qui, par exemple une femme ou n'importe quel autre personnage du passé par rapport à notre vision actuelle. Henry James, the very great novelist, once said in a letter to a friend, writing about the past is impossible. Henry James. Henry James avait écrit dans une lettre à un ami que écrire à propos du passé Writing about the past is impossible. est impossible. If, he wrote, you get it by some miracle, he wrote, right, no readers will relate to and connect to the people from the past. Because they're so different. If you get it right, writing about the past, your readers will not connect to the characters. Si en tant qu'auteur on ne réussit pas à créer cet équilibre, les lecteurs ne pourront pas réussir à voir cet équilibre. C'est plus si on respecte réellement la vérité historique, en fait, le lecteur ne peut pas s'identifier, ne peut pas y croire, en fait. Et c'est vrai que c'est tout le paradoxe de l'écriture historique. And that's the point you're making about the incredible challenge of finding a balance between being respectful of the way people lived and saw the world and still being something a reader today can connect to in their reading. Et donc voilà, c'est toute cette question de trouver l'équilibre entre respecter le passé et en même temps faire comprendre aux lecteurs contemporains les enjeux. C'est vrai finalement que l'acte de création, finalement, ça va être de créer ce pont, puisque justement, on ne peut pas être complètement fidèle à la réalité historique, même si on pouvait l'être, ce qui est impossible. C'est de trouver comment je vais transmettre cette historicité, comment je vais transmettre une façon de parler qui peut faire ancienne, qui peut sonner ancienne, en faisant bien sûr attention à que ça ne fasse pas folklorique dans le mauvais sens du terme, en fait, que ce ne soit pas ridicule. C'est vrai que souvent, dans beaucoup de livres
qui parle du Moyen-Âge, que ce soit de la fantaisie ou non, il y a toujours, hein, oh là là, la gueuse, machin, tout ça. Enfin, ça fait un peu sketch en fait. Donc on n'est pas obligé de recourir à un langage parodique presque pour montrer cette historicité, et on peut la montrer complètement différemment avec un langage qui, oui, sera pas réaliste par rapport à ce qu'on pouvait, au vocabulaire qu'on pouvait utiliser à l'époque, mais réussir à trouver là encore l'équilibre parfait pour que le lecteur y croit et qu'on reste quand même fidèle dans une certaine mesure à cette historicité. Je ne sais pas si c'est clair. Et c'est pas un sujet nouveau, puisqu'en fait déjà Alexandre Dumas, quand il écrivait sur des sujets historiques, finalement le plus important c'était l'histoire qu'il racontait, pas l'histoire en elle-même. C'était de dire voilà d'ailleurs il y a énormément d'erreurs historiques factuelles dans les romans d'Alexandre Dumas, en plus d'erreurs de narration, mais ça c'est encore une autre histoire, hein. Mais c'est parce que mais parce que le roman feuilleton fait que quand il écrivait la fin il pouvait pas revenir sur le début, donc au bout d'un moment quand on est écrivain on sait qu'il y a toujours un moment où il faut revenir pour corriger un peu. Donc, lui il pouvait pas, donc effectivement il peut y avoir des petites erreurs par-ci par-là, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que alors, ce qui est marrant, c'est qu'Alexandre Dumas, il se fondait beaucoup. Alors, Guy disait tout à l'heure que c'était en France qu'il y avait des historiens qui se sont intéressés entre guillemets aux gens qui n'étaient pas les plus importants. Mais en fait, c'est aussi un peu malgré tout en France que il y a eu des historiens qui ont fondé ce qu'on appelle aujourd'hui le roman national, c'est-à-dire qui ont pris l'histoire pour dire voilà l'histoire de France, c'est aussi l'histoire des conquérants, et ça va. Alors c'était nécessaire à une époque parce que c'était la création de la République française. Il fallait créer une espèce de cohésion autour de ce roman national pour dire voilà l'histoire de France, elle est constituée de rois glorieux, de conquêtes extraordinaires, etc. Et même les républicains les plus convaincus allaient un petit peu là-dedans en disant voilà, comme ça on crée une cohésion auprès du peuple qu'il faut éduquer. Et c'est vrai que notamment l'historien Jules Michelet était complètement dans cette optique, et Jules Michelet était absolument adulé par Alexandre Dumas, qui voyait en lui vraiment une source inépuisable d'histoire, et qui du coup est allé à fond dans le topic. On va créer finalement des romans historiques. Tant pis si c'est pas complètement juste, mais voilà, le plus important c'est de créer de l'adhésion finalement. Ouais, j'allais dire un petit truc genre périphériquement autour de ça, mais c'est vrai que tout le principe même du roman national, c'est aussi de contrôler le récit et de dire comment dire, c'est de contrôler le récit. Quand je veux dire ça, c'est de contrôler l'angle du récit. C'est-à-dire que le roman national, il apparaît au moment, en gros, de l'apparition des États-nations. Où il y a un enjeu à ce que les gens s'approprient une histoire qui n'est pas réellement la leur, et le fassent selon l'angle spécifique de la nation. Et du coup, l'idée, c'est de créer un nous autour de lignes imaginaires qu'on a dessinées sur une carte, plutôt que je sais pas, un nous par exemple selon des critères de classe ou selon des critères d'autres angles possibles. De valeurs humanistes. Oui, voilà, par exemple. Mais et c'est pour ça d'ailleurs qu'on constate beaucoup que ceux qui veulent reprendre un peu la main sur le roman national, en général, ils sont quand même plutôt du côté des réactionnaires. L'idée, c'est de tordre l'histoire pour dire que, et c'est important justement de résister à ça, de leur opposer vraiment la réalité factuelle, parce qu'effectivement, c'est très très facile de tordre l'histoire pour lui donner des valeurs qui sont pas forcément les vraies valeurs. Et puis je pense que, du coup, il y a un truc de fond qui, à mon avis, est un peu transversal dans tous nos travaux, et qui rejoint un peu tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, à propos de comment je peux dire ça, je bloque. L'idée que
Non, je bloque. Décidément, ça me reviendra. Ouais, je prends le relais, mais effectivement, dans Capitale du Sud, justement, le danger, je spoil un petit peu, je divulgage, le danger vient en fait de ces gens qui agissent dans l'ombre pour justement manipuler les contes et légendes. Tout ça pour considérant que dans un univers des fantasy, les contes et légendes peuvent être l'histoire, ça c'est voilà, mais qu'en fait ils sont en train tout simplement de manipuler l'histoire pour donner des fausses valeurs à tout un système de pensée. Ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est genre en fait l'histoire de nous qu'essaye de forger le roman national, c'est de dire que en gros le nous d'aujourd'hui c'est le même nous que hier. Alors que le nous de hier, en fait, n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu transversal dans nos boulots respectifs. Je pense c'est un peu l'idée de, je sais pas comment dire ça, mais en fait du relativisme culturel, mais dans le temps, quoi. So this whole discussion, this very interesting discussion, is reminding me of a story I remember from more than 30 years ago. Donc toute cette discussion me rappelle une histoire de vieille de plus de 30 ans. Because I'm old. Parce que je suis vieux. Pas moi. A long time ago, in a distant galaxy, called Oxford in England, I was at a convention and an American writer was presenting her new book at a panel. Donc il y a très longtemps, durant une convention, un auteur américain était en train de présenter son nouveau livre. And I'm not going to name her because I'm a nice person. Et je ne dirai pas son nom, donc une autrice américaine, et je ne dirai pas son nom parce que je suis quelqu'un de gentil. She had just written a book about dynastic Egypt. Elle avait écrit un livre à propos des dynasties égyptiennes. And she was very excitedly describing the heroine of her book. The woman, the principal woman character. Oh, elle était en train de décrire son personnage principal. Yeah, she was excited. Avec beaucoup de verve. And she said, very excited, and she was expected to marry her brother. Et elle a dit avec beaucoup d'enthousiasme que son personnage devait marier son frère. And she said, of course, we couldn't have that. Et elle a dit, bien sûr, nous ne pouvions pas faire ça. And when she finished, a woman got up in the audience to ask a question. Et quand elle a terminé, une femme s'est levée dans le public pour poser une question. And she said, what was your problem? Dynastic Egypt did that. Quel est votre problème avec ça, puisque c'est ce qui se faisait durant les dynasties égyptiennes? And the writer got very indignant and said, I don't understand what you're saying. Of course there's a problem. Et l'autrice a répliqué qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire et que bien sûr qu'il y avait un problème. And the Oxford woman said from the audience, but they didn't have the problem. Et la femme dans le public a répondu, mais eux, ils n'avaient pas de problème avec. And the writer, very angry, said, but I have a problem. Et l'autrice, vraiment fâchée, a répondu, mais moi, j'ai un problème avec ça. And the woman in the audience, brilliantly, devastatingly, shooting the person, said, gently, then perhaps you shouldn't write about dynastic Egypt. Et la personne dans le public a répondu, alors peut-être que vous ne devriez pas écrire sur les dynasties égyptiennes. On dit souvent qu'il y a la phrase classique que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà, c'est un trope assez classique aussi. Quand on est écrivain, est-ce qu'on a justement un peu parfois ce recul de se dire, mais est-ce que
j'écris pour les vainqueurs? Est-ce que j'écris pour les vaincus? Est-ce que j'essaye de, dans mon histoire, mettre les différents points de vue? Qui veut? Moi, j'écris pour les vaincus, hein, clairement. Enfin, j'écris pour nous, donc je veux dire, voilà. Et je pense que c'est le fond aussi du cycle. Il y a une volonté de mettre en scène, comme je dis depuis tout à l'heure, la trajectoire d'un personnage qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de lire dans la fantasy classique d'un personnage voilà, qui vient des hautes sphères, qui a une conception du monde qui est issu de ce milieu-là. D'ailleurs, Claire, tu fais la même chose dans Un long voyage. Ça, c'est un truc que j'avais vachement aimé dans Un long voyage. Le fait que, pour une fois, on suit pas un prince, on suit même pas un guerrier, on suit pas. Enfin, tu te détaches totalement du côté épique entre guillemets de la fantaisie et ton perso c'est un scribe. Et moi j'ai trouvé ça excellent comme approche quoi. Oui, il y a ça, il y a le côté l'histoire vue par celui qui l'écrit, mais qui l'écrit dans les rapports administratifs, donc c'est pas une histoire épique ou en fanfare ou quoi que ce soit. Et il y a aussi dans Un long voyage le fait que l'histoire officielle, on la connaît quand il arrive à Solméry. Il y a une histoire officielle de Solméry qui est connue, dont les habitants sont extrêmement fiers. Et suite à un rebondissement que je ne vais pas spoiler dans le roman, on se rend compte que toute cette histoire officielle a été complètement transformée par le passage des siècles. Et qu'en réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et on va avoir la vérité qui est dévoilée au cours du roman, quoi. Donc, qui va remettre en question, bien sûr, plein de rapports de domination qui n'ont jamais été remis en question avant dans la ville. Donc oui, en fait, il y a toujours une histoire qui est écrite par les vainqueurs. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'elle va devenir au bout d'un moment? Est-ce qu'elle va être mise en question? Est-ce qu'elle va servir de leçon? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et c'est vrai qu'on a cette liberté-là aussi en tant qu'auteur de fantasy. Nous, on suit nos personnages. Donc du coup, si on veut raconter l'histoire du point de vue des vaincus, bah, c'est très simple. Alors déjà, effectivement, je pense que c'était vrai à une époque que l'histoire était écrite par les vainqueurs, mais aujourd'hui, on a quand même des universitaires qui sont globalement un petit peu plus à même d'aller un petit peu plus dans le fond des choses et d'ajouter un peu de nuance par rapport à ça. Donc pour l'instant, c'est vrai. On va compter là-dessus, on va toucher du bois. Mais donc c'est vrai que du coup, et voilà, et pour rejoindre, comme disait Patrick tout à l'heure, c'est un peu les tables rondes les plus chiantes du monde parce qu'on est quand même tous d'accord. Oui, effectivement, on écrit alors pas forcément pour les vaincus, mais en tout cas, on écrit sur les laissés pour compte, on écrit sur ce qui nous intéresse finalement, sur ce que je disais tout à l'heure, les messages qu'on veut faire passer. Donc les messages qu'on veut faire passer, nous en tout cas ici à cette table ronde, c'est pas dire que le passé était glorieux et qu'il faut en être fier, c'est dire il faut regarder un peu dans le fond des choses et se dire que le passé, quand il a été glorieux, il a été fait par des petites gens aussi, que quand il n'est pas glorieux, il faut quand même s'en rendre compte et regarder dessus, et garder dessus un regard critique, et que c'est plus notre rôle en tant qu'écrivain d'ajouter de la nuance finalement et du questionnement que de donner des réponses toutes faites. Pour le coup, clairement, j'acte totalement d'écrire pour les vaincus dans le sens où je vais citer Warren Buffett qui a dit voilà, tu vois, c'était lui, la lutte des classes existe et c'est ma classe, la classe des milliardaires, qui l'a gagnée. Donc dans ce sens-là, clairement, oui, j'écris pour les vaincus parce que j'écris pour les 99% qui sont perdants de cette guerre-là, quoi, qui sont les perdants de cette guerre-là. C'est-à-dire nous, tout le monde. Quoi. Et puis de toute façon, Warren Buffett, il lit pas nos livres. Non. Guy. I think there's a trap here for a writer. A trap, an ambush. Je pense qu'il y a un piège. Pardon. Je pense qu'il y a un piège ici. If you have achieved any degree of success, writing for the reader means staying with what you've been doing. Repeating. Si vous avez eu un certain succès, écrire pour le lecteur peut devenir quelque chose qui se répète. If you attend
a course, a writing workshop, one of the first things they will tell you is write what you know. Si vous assistez à un atelier d'écriture, la première chose qu'on vous dira, c'est d'écrire ce que vous savez. Write what you know. I've never believed that. Et je n'ai jamais cru ça. I write what I want to know. J'écris à propos de ce que je veux savoir. That means as you get older, as you change, as the experiences of your life change you, what you want to know will change. Ce qui veut dire que quand vous vieillissez, que vous changez, que vous prenez de l'expérience, ce que vous voulez et ce à propos de quoi vous voulez écrire va aussi changer. So the challenge is when a writer changes, there is no contract with the readers that they want to change their taste in the same direction. Donc, il n'y a pas de contrat si la vision de l'auteur change, ce qu'il veut écrire change. Le lecteur peut aussi changer lui-même, mais pas dans la même direction que l'auteur. Repeating success, staying with what has done well, is the smarter commercial formula. Répéter le succès qu'on a eu, ne pas accepter le changement, c'est la meilleure façon de correspondre aux normes commerciales. It is also creative self-destruction. C'est aussi un mouvement d'autodestruction créative. So if you are going to write for yourself, for what you want to explore, you are taking the risk that the reader, the market, may not be as interested as you are in that new thing. Donc si vous écrivez pour vous-même et ce que vous avez envie de raconter, vous prenez le risque que le lecteur n'aille pas dans votre sens. When I wrote Tigane, it was my fourth book. I had done the 3 books of la trilogy Fianna. Quand j'ai écrit mon 4e livre, j'avais déjà écrit ma première trilogie. And the new book was so different, such a change, not just for me, but for what fantasy was doing then, that halfway through, not one publisher offered for it. Et ce nouveau livre était si différent de ce que j'avais déjà fait que Halfway through the writing, tandis que j'étais en train d'écrire, no aucun publisher. éditeur ne souhaitait éditer mon texte. When it was finished, it sold for far more than anything I had ever sold before, because the editors didn't have to take a chance that it would be finished successfully. Quand j'ai terminé d'écrire ce livre, il a eu un succès bien plus conséquent qu'on l'imaginait, parce que les éditeurs... There is, in readers and in editors, we have an editor, in readers and in editors, a preference for the safety, the security of what has pleased us before. Chez les éditeurs, on retrouve une forme de sécurité à aller vers ce qui a déjà plu, And it's completely understandable. ce qui est entièrement compréhensible. But for someone serious about their art, writing purely for the reader,
who has already told you what they like from you leaves you stopped right there. Mais pour quelqu'un qui pour un écrivain qui écrit pour l'art, écrire pour, enfin qui est dédié à son art, écrire pour le lecteur est un point de non-retour. Je suis complètement d'accord. Voilà, bon, on revient sur. C'est une table ronde très ennuyeuse, désolée. Je trouve que c'est important quand on écrit de jamais perdre de vue le lecteur, de penser qu'il y aura toujours un lecteur, une lectrice qui, donc pas seulement se faire plaisir en tant qu'auteur, mais aussi ne pas se nier en tant qu'auteur et ne pas juste servir ce qui est attendu par le lecteur. Vraiment prendre, aller dans la direction qui nous pousse nous aussi, parce qu'on évolue de livre en livre. Voilà, j'écris de la fantasy, je suis passée à la science-fiction, maintenant je suis en train de travailler sur un roman historique. C'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Pour moi, il y a une unité, mais effectivement, il y a une évolution, et je suis consciente que tous les lecteurs vont peut-être pas me suivre sur les prochains romans. Je pense que même quand on est dans des genres qui sont très identifiés, il ne faut pas avoir peur de s'éloigner de certains tropes, de certains attendus, en fait. Je sais que beaucoup de lecteurs de La Tour de Garde sont un peu étonnés par le personnage d'Amalia, qui n'est pas trop ce à quoi ils s'attendent concrètement. Mais pour moi, c'était vraiment important d'avoir ce personnage-là, un peu en décalé, qui révèle au fur et à mesure sa différence, en fait. Hein, et ça faisait partie du projet réellement. Donc, trouver cet équilibre entre écrire pour un lecteur, raconter une histoire, être sûr que cette histoire finalement l'emmène, mais ne pas non plus rester dans des sentiers trop battus ou trop déjà explorés, parce que sinon, qu'est-ce qui nous distingue aussi des autres textes, des autres auteurs Je m'éloigne un peu du sujet initial du coup en répondant ça, mais... En tout cas, après, je ne suis pas éditeur, je tiens à le dire. Mais par contre, je travaille avec les éditeurs, et il faut dire que les éditeurs, justement, qui sont représentés avec ces auteurs-là, ont justement cette vision de toujours aller chercher des choses, des voies différentes. Voilà. On arrive à 1 heure de discussion entre nous, et il nous reste du temps maintenant pour les questions. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timides. Oh, non. Les auteurs ne mordent pas trop fort. Ils nous ont nourris avant, en fait, donc tout va bien. Bonjour. Alors, j'ai l'impression que souvent, dans les livres de fantasy, il y a l'image un peu d'un monde qui, entre guillemets, a toujours été comme ça, où pendant le déroulement du récit, il va se passer plus de choses en quelques années, en fait, qui s'en est passé pendant les 1000 ans qui ont précédé. Et j'ai l'impression que ça vient aussi de mauvaises conceptions sur le Moyen-Âge ou des choses comme ça. Ou c'est pas parce que on reste sur des sociétés agricoles que les techniques agricoles n'évoluent pas, par exemple. Est-ce que c'est des choses, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée dans vos livres, et si oui, comment vous l'avez répondu? Moi, oui, clairement. Et je suis d'accord avec toi. Genre, moi, ça m'énerve de ouf l'histoire, genre de R.R. Martin. Je crois, genre, il a 6000 ans d'histoire ou je sais pas quoi. Et t'es là, genre, quoi. Ça fait 6000 ans qu'ils ont des épées et des cottes de mailles, enfin, ça n'a aucun sens. Du coup, dans le cycle, en gros, moi j'ai écrit un demi-millénaire d'histoire. C'est-à-dire mon world building qui remonte à au maximum un demi-millénaire, avec des trucs un peu antérieurs sur, on va dire, des influences, des zones d'influence culturelle. Sur lesquels pour le coup, je me suis pas appesanti particulièrement, mais je crois qu'effectivement il y a, mais même chez Tolkien, hein, c'est présent aussi cette idée que en fait le monde ne bouge pas malgré les événements qui s'y passent, et je crois que moi j'ai clairement pas envie de faire ça. J'essaye de pas faire ça du tout, et c'était clairement une préoccupation dès la base. Ouais. Je pense que c'est vraiment un problème de world building quand on a cette impression de monde complètement statique, en fait, où il n'y a aucune plasticité, où il n'y a aucune mobilité, que ce soit géographique ou sociale, que la société est toujours la même et ne change pas. Et je trouve que ça renvoie vers une vision de l'histoire plutôt mythique, c'est-à-dire une espèce d'âge d'or qui ne change pas, qui est permanent,
alors qu'on sait très bien que voilà, il y a un mouvement qui est perpétuel et que quelle que soit l'histoire qu'on va raconter, elle va s'intégrer dans une histoire plus grande de toute façon, quoi. Et moi, je trouve ça justement intéressant d'intégrer cette histoire, aussi bien passée que future, hein, dans l'intrigue, enfin de la penser vraiment globalement en tant qu'événement parmi d'autres événements. C'est là où effectivement, alors on y avait un peu réfléchi aussi au moment où on avait commencé à rédiger tout le sujet de la tour de garde. En fait, je pense que c'est aussi un sujet avec lequel on a un peu joué finalement quand on a écrit la tour de garde. C'est-à-dire que, en tout cas dans la capitale du Sud, c'est une ville qui est complètement enfermée, qui est derrière deux murailles, etc. Où justement le discours global, c'est de dire que la ville n'a pas changé depuis 10 000 ans. Depuis 1000 ans, enfin, en réalité. Elle n'a pas bougé depuis 1000 ans. Sauf que, à partir du moment où on commence à ouvrir un petit peu la ville, on se rend compte que, en réalité, le monde a vraiment changé tout autour. La ville a changé, elle aussi. Et c'est ça qui en fait c'est finalement le refus du changement qui encroute complètement la ville qui l'enquiste dans son passé. Oui, puis l'effacement de tout changement comme s'il n'avait pas eu lieu. Exactement, et que les choses ont toujours été perpétuellement les choses ont toujours été comme ça, donc le monde extérieur n'existe pas. Sauf qu'à un moment, le monde extérieur, il finit par s'imposer en disant, en fait, il existe vraiment. Et donc, du coup, c'était tout l'enjeu finalement de la tour de garde, c'était de dire, ok, maintenant, comment est-ce qu'on en sort ? C'est une question plutôt pour Guy Gabriel Kay. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est finalement du côté de l'Europe, il a fallu attendre les historiens français et européens pour écrire l'histoire vue du côté des dominés. Mais donc c'est une question un peu technique, parce qu'il me semblait justement que... Alors, de qui est-ce que vous parliez ? À quels historiens est-ce que vous faisiez référence ? Est-ce que c'était Michelet ou Fernand Braudel, ou les historiens marxistes de la Révolution française, par exemple, dans l'école de Soboul ou Vauvel? Parce que justement, moi, il me semblait que ces historiens-là étaient allés puiser beaucoup du côté des historiens américains et de toute une école très matérialiste et marxiste de l'histoire aux États-Unis, et qui a donné en particulier Howard Zinn et Eric Hobsbawm. Et donc, moi, il me semblait en tant que Française que c'était plutôt du côté de Zinn et de Hobsbawm qu'on avait vu arriver une histoire critique des dominés, justement. Voilà. You really want to go there at the very end of the discussion. Vous voulez vraiment aller au fond de la question au niveau théorique. I'll come at this from an angle because I do that a lot. Je vais prendre un certain angle d'attaque. It is often said that history is written by the winners. On dit donc souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. In fact, history is written by those who can write. En fait, l'histoire est écrite par ceux qui peuvent écrire. The quickest example for me would be the Vikings and the Anglo-Saxons and the French. Et donc l'exemple qui me vient le plus vite à l'esprit, c'est l'exemple des Vikings, les Anglo-Saxons et les Français. Most of what we knew for a long time about the Vikings was written by the people in England they raided. They treated the Vikings as pagan, Christ-hating hordes of invaders with no souls and no dignity. Pendant très longtemps, ce qu'on a su de l'histoire des Vikings a été écrit par les Anglais, qui les ont dépeints comme des hordes de barbares. Merci.
the perspective on events of the past depends so much on who's telling the story. Donc la perspective sur les événements du passé dépend beaucoup de sur qui a écrit cette histoire. So when you take us to, say, Marxist analysis and more powerful and less powerful people, the starting point for that is who has told the story that we are judging and thinking about. Donc quand vous évoquez les marxistes et l'histoire de qui est le plus puissant et qui sont les moins puissants, tout est une question de qui a écrit ces histoires, qui a jugé et pensé ce passé. Oui. Levez la main plus haut si parce que c'est voilà. En fantaisie, un élément assez récurrent, c'est la question de la religion, un être supérieur, un panthéon de divinités. Est-ce que dans vos univers, vous avez une approche qui va être plus près de l'histoire telle qu'on la connaît, ou alors de votre imagination? Est-ce que vous la traitez avec une certaine manière? Alors, nous, on a évacué la question de la religion parce que ça nous met très mal à l'aise, en fait. C'est compliqué, finalement. Enfin, je sais que c'est peut-être une facilité narrative de se dire que tel personnage va agir de telle manière parce qu'il croit en Chrome plutôt qu'en un tel. En fait, nous, on a vraiment évacué en disant que la religion était déjà une chose du passé quand on commence à écrire. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une facilité de notre part. Oui, et puis il y avait aussi des explications qui étaient propres à chaque ville, c'est-à-dire que moi, dans la capitale du Nord, c'est la ville de la raison, en fait. Donc finalement, qui se gargarise un peu de renvoyer tout ce qui était les superstitions, donc là, qui sont moins liées à la religion qu'à la magie, en fait, dans le cadre de Haven, mais de reléguer ça comme des superstitions du passé qu'on regarde un peu de haut, en fait. Donc c'était aussi une façon de caractériser la ville supplémentaire. Alors, en fait, un des trucs qui est important pour moi dans le cycle, c'est de mettre en avant ce dont je parle depuis tout à l'heure, un peu, qui est le relativisme culturel. Et donc, pour ce faire, j'ai très simplement mis plein de cultures différentes dans le cycle. Donc, certaines sont très croyantes, d'autres le sont moins. Celle qui me sert le plus, donc la culture brunide, dont je me sers en gros comme toile de fond principale, j'ai essayé de tisser autant de similarités que possible entre cette culture-là et la nôtre. Donc c'est une culture qui est résolument francophone, par exemple. Et du coup d'avoir un espèce de rapport à la divinité qui peut être un peu semblable à la nôtre aussi, où alors ils en sont pas à se dire que Dieu n'existe pas ou qu'il n'y a pas de Dieu. Ils en sont plutôt à se dire que en fait, les dieux et les esprits se désintéressent activement du sort des hommes et donc qu'il est futile de leur vouer un culte. Eux, historiquement, les dieux du peuple desquels ils sont issus sont morts, pour le coup. Ils ont été détruits avec Pars, qui est la culture dont eux, ils sont originaires. Mais ça, c'est une approche. Il y a d'autres cultures qui ont des religions très organisées. Il y a même une théocratie qui n'est pas si loin dans la petite map monde de l'univers du cycle. Moi, ce qui m'importait, c'était de montrer que je trouve qu'on ne lit pas assez de sciences humaines, en fait, et que je crois que l'ethnologie et l'anthropologie nous apprennent que encore aujourd'hui, il y a des altérités qu'on ne s'imagine pas sur notre planète. Il y a une myriade de sociétés humaines qui ont des façons de penser, de conceptualiser le monde qui sont totalement étrangères aux nôtres. À titre, je me suis passionné tout récemment, je vous fais l'anecdote parce que je la trouve incroyable. Il y a un énorme débat en ce moment dans le milieu de la linguistique autour d'un peuple qui habite en Amazonie
et qui n'a pas de futur. Dans le, je veux dire grammaticalement, qui n'a pas d'accord futur à ces verbes. Et voilà. Donc comment tu conceptualises le monde quand tu ne peux pas exprimer l'idée même de l'avenir c'est passionnant, c'est incroyable d'écouter ces gens-là discuter entre eux. Et du coup, voilà, moi c'est ça que j'essaie de mettre en scène, y compris dans le rapport aux religions, quoi. C'est une excellente nouvelle de science-fiction, l'histoire de ta vie de Ted Chiang, qui parle de ça effectivement, ouais, qui est une nouvelle absolument génialissime qui est dans le recueil La Tour de Babylone, et qui en fait parle justement d'une race extraterrestre qui arrive et qui, il y a eu un film d'ailleurs, Premier Contact, qui a été, ouais. Et en fait, mais la nouvelle est encore plus incroyable parce qu'elle utilise toute la narration du roman pour raconter cette histoire, et justement de dire que avec une langue qui n'a pas de passé finalement, enfin qui n'a ni passé ni présent ni futur, le monde est une espèce d'entité sans temps, quoi. Et c'est hyper intéressant. Du coup, ça implique vraiment la perception du monde. En fait, la langue induit la perception du monde. Oui. I have a question for Mr. K. That would be, I'd like to know how you choose the period of time of history you're writing about. If it's about... En français? Ok. Ma question était pour Monsieur Kay. C'était pour savoir comment il choisissait les périodes historiques sur lesquelles il se basait dans ses livres. Est-ce que c'était basé plus sur les gros événements? Parce qu'en fait, il écrit sur les gros événements et après les petits événements de la vie de tous les jours. Ou est-ce que c'était l'inverse? Enfin, c'était ça ma question. Small events? Evidence of the past or the events? Like big events from the past, or were you starting from small? I have absolutely no formula. Je ne sais pas comment le formuler. It makes me very nervous at the beginning of every book. Je suis toujours très nerveux quand je commence à écrire un livre. So if you ask what I begin with, how I start, I can't tell you. Donc si vous me demandez comment je commence à écrire un livre, eh bien je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Usually, I'll start by finding a time and place that I want to live with for 3 years at least. Je commence par choisir une période et un lieu où j'aurais aimé vivre pendant au moins 3 ans. And from that, characters emerge, inspired by real ones or completely invented. Et de là, les personnages, j'écris les personnages inspirés de la réalité ou bien complètement inventés. And then comes the story. Et après vient l'histoire. But that is usually because I have written books that start in completely different ways. Mais c'est ce qui arrive le plus souvent, mais parfois je n'écris pas dans cet ordre, je ne commence pas dans cet ordre. And if you have a good idea for how I should start my next one, talk to me when we're done. Et si vous avez une idée de comment je devrais commencer mes romans, venez me voir à la fin. Il nous reste encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? I actually have a question for Guy, if that's okay. Do you, as a Canadian, Yes, yes.
En tant que Canadien, pensez-vous avoir une vision différente de l'histoire de ce qu'on peut avoir en Europe? I think Canadians, and not just writers, have a wider sense of the world than Americans or English or many European countries, because we're not that important. Je pense que les Canadiens, et pas juste en tant qu'écrivains, nous avons une vision plus large du monde qui nous entoure que les Américains, les Anglais, parce que nous ne sommes pas si importants. As a small point to this, 75 or 80% of Canadians have a passport. Pour ajouter un petit point, 75 à 80% des Canadiens ont un passeport. 20 to 25% of Americans have a passport. Seulement environ 20% des Américains possèdent un passeport. Because we look out and want to engage with the world in ways that reflect not feeling at the center of things. Parce que nous voulons découvrir et parcourir le monde de manière à At the center, at the heart. Pour en comprendre, Engage with the world. pour en comprendre le sens profond. There's a whole separate discussion about Western Canadians and Ontario and Quebec, and I will not bore you with that one. Il y aurait tout un autre débat à faire sur les Canadiens de l'Ouest, les Canadiens d'Ontario, mais je ne vais pas partir dessus. Une autre question? Oui, j'en aurais une. Déjà, bonjour et merci beaucoup. Je voudrais revenir un petit peu sur la notion de contrainte qui a été abordée, et notamment sur votre démarche un petit peu de placer vos récits, vos livres dans une histoire. Est-ce que vous avez trouvé que il fallait beaucoup adapter l'écriture ou la forme? Comment vous avez réussi à placer ces formes de récits dans la forme roman, sachant qu'on a parlé de comment par exemple l'historicité ou la figure du héros qui tout change autour de lui, ça a structuré d'habitude la fantaisie. Est-ce que vous avez trouvé que vous avez dû faire des changements en sous-main pour que ça continue à ressembler à une histoire telle qu'on la comprend habituellement, avec ses conflits, avec ses actes, avec ses... Justement, avec par exemple, je pensais à qu'est-ce qui fait la différence entre un protagoniste et un héros. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû confronter et beaucoup travailler dessus? Merci. Moi, j'ai rien théorisé à ce propos-là. En fait, moi, l'histoire, les événements que j'avais envie de raconter me venaient assez naturellement. Après, c'est au fur et à mesure où effectivement, on sait que l'idée, c'est pas, enfin, pour nous, c'était pas justement d'être dans un récit classique de protagoniste égale héros égale action épique égale. Donc pour le coup, c'est pas une contrainte dans le sens où il n'y a pas fallu se mettre à une table en disant mon Dieu, comment je fais en sorte que ça marche. C'est juste que avoir une histoire à raconter, la raconter, et il se trouve qu'effectivement, ça rentrait dans ce cadre-là. Parce que c'était ça qu'on voulait faire en fait. Oui, complètement. Alors, et pour le coup, et quand je me suis attelé à Une valse pour les grotesques, qui est plus entré dans un cadre historique, je dirais que la seule contrainte, c'était de me documenter. Je me suis beaucoup documenté pour savoir sur quoi je pouvais tricher déjà. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir détourner, quel point de l'histoire on va détourner. Pour vous situer, en fait, il y a plusieurs points de départ à ce roman. Il y a une visite dans un musée où il y avait des œuvres de ciroplastie qui a inspiré. Il y en a une autre, c'est un jour, je suis tombé un peu par hasard. Alors, je suis pas très adepte de YouTube, mais allez savoir pourquoi les voies impénétrables de YouTube m'ont amené vers un documentaire où c'était un auteur allemand, je crois, qui visitait un musée à Vienne et qui voyait notamment et qui était en train d'admirer l'acte d'élévation de la famille Habsbourg, en fait, qui a été élevé, alors je sais plus à l'époque si c'était comte ou je sais pas, comte d'Empire, un truc comme ça. C'est un document qui s'appelle le Privilegium Magnus et qui est en fait un faux.
et tout le monde sait que c'était un faux. Dès le début, il était dit que c'était un faux. Il n'y a jamais eu l'empereur qui a dit que la famille Habsbourg allait s'élever. Mais comme finalement il l'avait quand même vaguement mérité, tout le monde a acté le fait que c'était un faux et qu'on pouvait partir sur un faux et dire que ok, c'est bon, c'est pas grave. Et finalement, la démarche de l'écrivain, elle est un peu la même en fait, de se dire qu'on peut partir sur un truc où on sait que ça va être faux. Où on va jamais avoir même la prétention de dire que c'est vrai, mais que c'est ce point de départ en fait qui fait qu'on va pouvoir écrire sur un sujet, et c'est plus les thèmes qui sont importants que la réalité historique finalement. Je sais pas si j'ai été clair et si ça répond en partie à la question. En tout cas, voilà, la contrainte, elle était plus créative finalement. Elle a plus apporté pour moi des éléments de réponse que n'a été vraiment contraignante. On va prendre une dernière question, s'il y a. Bonjour, j'avais peut-être une question à propos d'un genre, l'Uchronie, peut-être pour M. Chamanadjan, parce que son livre parle un peu de ça, où il s'agit pour un écrivain de faire une histoire à partir d'un point de divergence historique et une histoire d'histoire parallèle, et on voit toujours qu'il y a comme une histoire officielle qui résiste, ou on ne sait pas trop qui la définit, mais souvent, dans beaucoup d'Uchronie, ça se finit très mal, où on voit qu'on ne peut pas jouer avec le temps de façon, que ce soit dans Le Voyageur imprudent de Barjavel, La Patrouille du temps de Poul Anderson, Chronique des années noires de Robinson. Et en fait, comme s'il y avait une prévention aussi de l'écrivain de pouvoir totalement écrire un univers parallèle où ça se finisse pas toujours mal. Enfin, je sais pas, j'avais une interrogation à ce sujet, parce que souvent les uchronies, on voit qu'il faut pas s'éloigner de l'histoire. Je sais pas si c'est clair. Ouais, je vois à peu près effectivement l'idée. Là, le point de départ, en fait, il est la fondation d'une ville qui devient une espèce de bulle à l'extérieur du temps, au fur et à mesure, et qui reste un peu à l'écart de l'histoire, ce qui était déjà un peu, d'une certaine manière, un sujet traité dans La Tour de Garde avec La Capitale du Sud. Et puis la question de se dire, bah oui, le monde extérieur se toque à la porte au bout d'un moment, et finit par dire, bah ouais, mais la réalité existe. Sauf qu'en fait, tout l'objet pour moi, en tout cas, je n'aurais pas la prétention de dire pour les autres écrivains qui se sont essayés à l'exercice de l'Uchronie, mais tout l'objet, c'était de dire, ouais, ok, il y a une espèce de bulle qui se crée, mais qu'est-ce qui peut rester à la fin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va laisser une empreinte, et que finalement cet exercice de l'Uchronie, un peu comme on met un point final à un roman à un moment ou à un autre, et ben il reste quand même une impression au lecteur qui s'est intéressé à la question, qui va se mettre à questionner l'histoire, à questionner peut-être sa manière de penser, etc. Et finalement, même cette ville qui est à l'intérieur donc cette ville de Châtengau qui est à l'intérieur du roman, comment est-ce qu'elle finit malgré tout par laisser une empreinte sur le monde? Alors, j'ai une réponse dans le roman, mais évidemment je ne la donnerai pas ici. Bon, je pense on est bon, on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup à vous d'être venus, merci aux Merci à tous et à tous.